Le jour, les oiseaux règnent sans partage sur le ciel. Mais quand vient la nuit, d'autres créatures l'investissent à leur tour. Leurs ailes sont pourvues de membranes et non de plumes. Leur corps est recouvert d'un fin duvet de poils. Et leurs dents sont pointues. Ce sont des mammifères volants qui attrapent leur proie au sol, dans les airs et même à la surface de l'eau. Le tout alors qu'il fait nuit noire. Chaque année au printemps, quand l'atmosphère se réchauffe, le même manège se répète. L'église de ce petit village de Thuringe en Allemagne se transforme en pouponnière d'un genre particulier. De quoi attirer Dietmar Nil, photographe animalier et spécialiste des chauves-souris. Il sait que des femelles chauves-souris ont élu domicile dans le clocher pour mettre bas. Il aimerait en profiter pour les immortaliser en famille. Mais pour l'instant, aucun petit en vue. Ils doivent pourtant être là, comme tous les ans. Car les mères se regroupent toujours en colonies pour mettre bas et élever leur progéniture. Les chiroptères ne sont pas faciles à observer. Ils n'aiment pas la lumière. Et même le faible rayon de la lampe de poche les affole. Dietmar Nil utilise donc des caméras infrarouges qui lui assurent une vision d'ensemble. Il n'y a plus qu'à attendre la tombée de la nuit et l'heure de sortie des chauves-souris. Dietmar se déplace toujours en camping-car. Il lui sert aussi bien de tente d'observation que de studio photo. Et surtout, il lui permet d'être à l'affût, même en pleine nuit. Grâce à ses caméras reliées à 2 ordinateurs portables, il peut suivre à distance les faits et gestes des petits mammifères. La nurserie est déjà nettement plus active. Un petit a fait une chute et grimpe péniblement à l'échelle. Remorqué par sa mère, il regagne le groupe. L'agitation est à son comble. Les premières femelles se détachent et plongent dans la nuit après un rapide vol de reconnaissance dans le clocher. Direction, la forêt toute proche pour une partie de chasse endiablée. Là, elles font du rase-motte à la recherche de coléoptères. Repérer des insectes noirs en pleine nuit, cela ressemble à une mission impossible. Mais pas pour une chauve-souris. Celle-ci va en tuer une vingtaine cette nuit. Pourtant, comme tous ses congénères, elle est pratiquement aveugle. Une fois son repas achevé, elle reprend de la hauteur pour fondre sur sa prochaine proie.
Au sol, aucun quadrupède ne peut suivre le rythme, pas même les experts en furetage. Décidément, les coléoptères vivent dangereusement. L'ennemi peut venir d'en haut comme d'en bas. Mais c'est un jour de chance pour ce bousier. La chauve-souris pense avoir repéré quelque chose. Mais l'insecte s'en tire sain et sauf. Toutes les attaques ne sont pas couronnées de succès. Et la forêt est pleine d'embûches. D'autres chauves-souris chassent un peu plus haut. Ce sont des murins de Bechstein. C'est dans les arbres et les buissons qu'ils cherchent des insectes. Des papillons de nuit, par exemple. Proie en vue. Le murin se dirige sur l'insecte sans hésiter, comme s'il le voyait. Ces mouvements ont trahi le papillon. Les branches et les feuilles d'arbres ne suffisent plus à le protéger. Il est maintenant dans la ligne de mire. Les chauves-souris se moquent de l'obscurité. Elles s'orientent par écholocation, grâce à une sorte de radar qui émet des ultrasons. Quand nous voulons voir quelque chose dans l'obscurité, nous braquons une lumière dessus. La lueur est réfléchie, ce qui nous permet de distinguer ce qui nous entoure. Chez les chauves-souris, le principe est un peu le même. Mais au lieu de rayons lumineux, elles émettent des ultrasons, de courtes impulsions à haute fréquence. L'écho renvoyé par les obstacles environnants leur permet de reconstituer une image sonore du lieu où elles se trouvent. Elles distinguent ainsi les formes, les distances et différencient même les surfaces. En s'approchant de leur proie, elles multiplient les impulsions jusqu'à 200 par seconde pour affiner leur perception. C'est une technique d'une efficacité redoutable. Voici un rhinolophe à l'affût. Il a l'air très occupé à se nettoyer les pattes. Mais bientôt, il se met à explorer les environs. Son nez, en forme de fer à cheval, émet des ultrasons dans toutes les directions. Chez d'autres chiroptères, c'est la bouche qui joue ce rôle. Ses grandes oreilles lui permettent de capter l'écho réfléchi. Il a repéré un objet volant qui se rapproche. Décollage. Avec sa trajectoire en zigzag, le papillon de nuit attire une seconde chauve-souris dans son sillage. La lutte s'annonce serrée. Une aile en guise de filet à papillon. Les insectes ne sont nullement protégés par l'obscurité. Dès qu'ils s'aventurent dans les airs, ils deviennent particulièrement faciles à localiser. La proie est emportée entre les dents. La chauve-souris attend d'être suspendue pour savourer sa prise. Elle ne recrache que les ailes. Mais parfois, tout n'est pas si simple et le chasseur manque sa proie.
Les jeunes chauves-souris en particulier ne sont pas toujours très adroites. Elles doivent parfois s'y prendre à plusieurs reprises pour se suspendre. Looping, accrochage et le tour est joué. Pendant leurs longues expéditions nocturnes, les chiroptères peuvent engloutir jusqu'à la moitié de leur poids en nourriture. Certaines espèces, comme les murins, ont mis au point des techniques de chasse adaptées à leur environnement. Dans la forêt, leur radar est submergé d'informations. Le sol est trop encombré pour renvoyer un écho limpide. Impossible de localiser un insecte dans ces conditions. Sauf si le bruit de ses pattes le trahit. Car les murins utilisent aussi leur ouïe extrêmement fine, capable de percevoir le moindre bruissement. Le coléoptère se réfugie sous une feuille en espérant qu'elle étouffera ces bruits. Voilà qui complique la tâche pour la chauve-souris à l'affût. Au lieu d'un scarabée juteux, elle ne trouve qu'une feuille de hêtre toute sèche. Se serait-elle trompée? Ce bruit-là, en revanche, ne laisse aucun doute. C'est un autre murin qui fait bombance. Il y a peut-être moyen d'en profiter. Surprise, la première chauve-souris est chassée sans ménagement. Les chiroptères regagnent le clocher avant le lever du jour. Là, les femelles retrouvent leurs petits. Dietmar est toujours à son poste. Il veut assister au retour des mères. Comment reconnaissent-elles leur progéniture? Comment se passent les retrouvailles? Vont-elles allaiter leurs petits? Le réchauffer? Pour le savoir, Dietmar compte sur ses caméras. Mais les chauves-souris forment un amas compact. Il est impossible de les distinguer dans ce fouillis inextricable. Le photographe est déçu. Pas question de renoncer cependant. Dietmar sait qu'une autre colonie de chiroptères occupe l'église. Avec un peu de chance, ils seront moins agglutinés et plus faciles à observer. Il trouve son bonheur sous le toit. De petits rhinolophes fer à cheval attendent leur mère, bien alignés et espacés. La lumière ne semble même pas les déranger. La femelle est à peine rentrée que son petit se blottit dans son pelage. Mais attention, l'équilibre est précaire. La mère prend ses précautions pour garder son petit au sec. Après un rapide coup de radar en direction de Dietmar, une curieuse gymnastique commence. Pendant sa toilette, le petit n'arrête pas de gigoter. À quelques mètres de là, un autre petit est suspendu au même endroit depuis des heures. Il attend le retour de sa mère. La voilà enfin.
Il s'approche pour téter. Et faire un gros câlin. Les rhinolophes passent toute leur journée dans cette petite pièce. Et ils font bien de ne pas se risquer au dehors, car le danger n'est pas loin. Un couple de faucons cresserelles s'est installé dans un renfoncement. Le voici très occupé à donner à manger une souris à ses petits. Et cela pourrait aussi bien être une chauve-souris. Les oisillons s'en régaleraient tout autant. Le jour est aux oiseaux, la nuit aux chauves-souris. Ils se partagent ainsi un même territoire sans se gêner. Beaucoup d'espèces de chauves-souris privilégient un habitat naturel. La forêt, par exemple. Les maîtres sculpteurs des bois sont là pour leur creuser des cavités dans les troncs d'arbres. Les pics et pêches utilisent ces creux pour couver et s'occuper de leurs petits. Mais tous les 2 ans, ils déménagent et de nouveaux locataires s'installent à leur place. Comme ces petits loirs gris. Eux aussi vivent surtout la nuit. Ou encore ces noctules. Ce sont les premières à s'envoler quand la nuit tombe, à tel point qu'elles croisent parfois les dernières hirondelles dans le ciel. Elles chassent en groupe, des moustiques principalement. Leur vol en zigzag leur permet de suivre la trajectoire des insectes. Et de temps en temps, elles se posent pour reprendre des forces. Grâce à leurs ailes longues et étroites, les noctules sont rapides. Ces chauves-souris peuvent voler à plus de 50 km/h, même par nuit noire. Elles se reposent entièrement sur leur radar à ultrasons, qui détecte le plus petit moucheron en plein ciel. Mais doucement, l'heure vient de prendre congé. Nous sommes au plus fort de l'été, dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière française. Friedhelm, éleveur et viticulteur, pratique une agriculture traditionnelle. Ces vaches partagent leur étable avec d'autres locataires. Des murins à oreilles échancrées, une espèce qui préfère d'habitude les climats chauds et se trouve surtout dans les régions méditerranéennes. Ici, la chaleur dégagée par les ruminants maintient leur gîte à bonne température. Les petits ont déjà presque atteint leur taille adulte. Il devient difficile de les distinguer de leur mère. Aujourd'hui, un visiteur est annoncé. C'est bien sûr Dietmar et son camping-car. Ce n'est pas la première fois qu'il rend visite aux chauves-souris de la ferme. Sans plus attendre, il va voir la nurserie. Oh, die sind aber dieses Jahr schon weit.
Pour les jeunes chauves-souris, une nouvelle étape va bientôt commencer. Et le grand changement pourrait bien se produire cette nuit. La pouponnière va se dissoudre. Dietmar va passer la nuit dans l'étable pour ne rien manquer du spectacle. Les hirondelles qui logent tout près ne se laissent pas perturber par ces allées et venues. À cette heure-ci, elles ont fort à faire. Leurs 4 petits réclament sans cesse à manger. Et les hirondelles ne peuvent pas allaiter directement leur progéniture. Elles doivent transporter chaque bouchée de nourriture et l'administrer aux oisillons. Quand le jour tombe, le calme revient chez les oiseaux. Tandis que les chauves-souris s'ébrouent sous l'œil attentif de Dietmar. La caméra infrarouge révèle que les adultes, comme les petits, virevoltent dans l'étable. Cette nuit, les premières femelles vont quitter leurs petits. Âgés de 8 semaines, ils savent désormais voler et sont autonomes. Ils vont peu à peu investir à leur tour cette étable. Les femelles ont accompli leur devoir de maman. Enfin libres, elles vont se détourner de la nurserie. Elles sont prêtes à s'accoupler de nouveau et il est temps pour elles de partir à la recherche d'un partenaire. Un peu partout, les nurseries disparaissent, y compris celle des rhinolophes sous le toit de l'église. Ici aussi, les petits sont devenus grands et savent presque voler. Jour après jour, ils ont fortifié leurs muscles en battant des ailes dans le vide, cramponnés au pelage de leur mère. Il est temps de couper le cordon. Tandis que les jeunes chauves-souris effectuent leur premier vol de reconnaissance à l'intérieur, les mères s'envolent vers d'autres aventures. Elles vont retrouver les mâles dans des gîtes d'accouplement, des lieux très secrets, presque impossibles à filmer. Pour tenter de rapporter des images inédites, Dietmar va poursuivre ses observations au bord de la Méditerranée, en Sardaigne. Cette île italienne est un paradis pour les chauves-souris. Le climat y est doux, la nature sauvage est préservée, et les grottes sombres ne manquent pas. Mais encore faut-il les trouver. Pipistrelli. Ce l'ho anch'io nella casa. La coda. Pippi. Ce n'è. Yeah. Coda de Maiore. Sì. Kirche. Coda man. Con la guida non ce l'ha. Dunque, dove siamo adesso? Hier. San Pedro. Ja. No. Boru. Hier. Mauro. Armé d'une autorisation et renseigné par des amateurs de chauves-souris de la région, Dietmar trouve enfin ce qu'il cherche. L'entrée est bien cachée dans les rochers. Et cette visite ne passe pas inaperçue. Les parois calcaires sont complètement érodées. Leur relief dessine des visages blafards qui semblent s'animer à la lueur des lampes. La petite équipe atteint enfin une salle suffisamment large pour pouvoir observer ses occupants. Des centaines de murins.
Mais aucune parade nuptiale à l'horizon et pas d'accouplement en cours. Un étroit passage conduit à la salle suivante. Grâce à sa caméra, Dietmar repère d'autres chiroptères. Des murins de Capaccini blottis dans une fissure sous le plafond de la grotte. Il se passe de drôles de choses dans ce renfoncement. Deux mâles sont en train de se mordre et de s'intimider avec leurs dents pointues. Un autre s'acharne sur le dos d'une femelle et la persécute sans relâche. Pour la danse de séduction, c'est raté. Ici, l'accouplement semble houleux. La femelle résiste et se rebiffe. Comment savoir ce qui se passe ici? Bien des mystères entourent encore les chauves-souris. Cette femelle est-elle en train d'éconduire un prétendant? Est-ce pour cela qu'elle se terre dans une faille visiblement trop petite pour deux? Rien à voir avec l'idée que se faisait Dietmar d'un gîte d'accouplement où les mâles s'efforcent de séduire leur partenaire. Non loin de là, il tombe sur l'entrée d'un ancien tunnel de drainage. Avec un peu de chance, il y aura d'autres chiroptères par ici. Mais au bout de quelques mètres, il fait une découverte macabre. Des cadavres de chauves-souris en piteux état. Dietmar craint le pire. Dans une anfractuosité, il découvre un animal hagard et terrorisé. Les autres sont particulièrement nerveux et agressifs. Quel drame s'est joué ici pour laisser les mammifères dans cet état? Un peu plus loin, nouvelle trouvaille déplaisante. Des cadavres à n'en plus finir, mutilés et lacérés. Le coupable n'est pas loin. Il est même prêt à sévir encore une fois. La chouette effraie lance une nouvelle attaque. Et sème la panique parmi les chauves-souris. C'est le sauve qui peut. Dérangée par la présence humaine, elle prend le large. Elle laisse derrière elle beaucoup d'animaux blessés. Et notamment une femelle qui a manifestement une aile cassée. Sans aide, elle ne s'en sortira pas. L'équipe regagne le plein air pour lui prodiguer les premiers soins. Son petit a impérativement besoin de sa mère pour survivre. Décidément, cette expédition en Sardaigne commence mal. Le lendemain s'annonce plus prometteur. Dietmar a entendu parler d'une autre grotte dans les parages. Montemaiore. Montemaiore. Sì.
Les patriarches du coin connaissent les lieux et lui apprennent même à dire chauve-souris en sarde. Ah, Cinziolo. Ah. Armé de leurs bons conseils et autres indications, Dietmar poursuit sa route. Des nuées de chiroptères devant l'entrée de la grotte. C'est bon signe. Peut-être y a-t-il un gîte d'accouplement à l'intérieur. L'accès semble facile. Au début en tout cas. Car la promenade de santé tourne assez vite au parcours du combattant. Impossible de se tenir debout. La caméra et son trépied ne simplifient pas la tâche. Sans oublier les spots encombrants. L'équipe finit à 4 pattes. La configuration des lieux est en revanche idéale pour les chauves-souris. Elles se repèrent à la perfection dans ce labyrinthe souterrain, dont les galeries finissent par déboucher sur une salle voûtée. Délicatement éclairé, l'endroit est féerique. Les chauves-souris semblent l'apprécier à en croire leur nombre. Elles sont suspendues par milliers au plafond. Ce sont des rhinolophes de Méhélie, principalement des femelles. Confortablement installées, elles observent le balai des mâles. En voilà un qui prend la pose pour s'accoupler. Il est un peu grassouillé, c'est un atout de charme. Mais la concurrence n'est pas mal non plus. Un rival s'installe juste en face, en position stratégique. Il s'agit maintenant de prendre un air irrésistible et blasé, en espérant que les femelles feront le bon choix. Une petite parade nuptiale ne peut pas nuire. L'atterrissage parfaitement maîtrisé est suivi d'une sérénade. L'effet est immédiat. La femelle s'est détachée et se jette dans ses bras. Ces deux-là se sont trouvés. Et que devient le bellâtre d'en face? Il a déjà pris 2 femelles sous son aile. Mais mieux vaut une partenaire prête à s'accoupler que 2 qui n'ont pas l'air décidés. Dietmar a de la chance. C'est la première fois qu'il observe un gîte d'accouplement dans la nature et qu'il a la possibilité de le filmer. Une performance extrêmement rare. Dietmar est heureux. Les images sont très réussies. Tout compte fait, la Sardaigne était un bon choix.
Dietmar reviendra sûrement ici, car il reste plus d'un mystère à élucider. Le comportement déchaîné des murins de Cappuccini, par exemple. Mais aussi le surprenant massacre causé par la chouette effraie. Ou encore le rituel nuptial, difficile à décrypter. Retour en Allemagne. C'est l'automne, la saison des récoltes. Chacun prépare la venue de l'hiver à sa façon. Les étourneaux prennent des forces avant de migrer vers le sud. Le geai ramasse des glands qu'il consommera pendant la saison froide. Toutes les espèces constituent des réserves pour passer l'hiver. Et on chasse partout, même à la surface de l'eau. De nombreux chiroptères fréquentent ce petit lac de Uckermark, au nord-est de Berlin. Dietmar sait qu'il pourra prendre des photos inédites. Aujourd'hui, il va s'aider d'un détecteur à chauve-souris, un appareil qui rend audible leurs cris ultrasonores. Il suffit de le pointer vers le ciel pour entendre les noctules. Au-dessus du lac, il repère des murins de Daubenton. C'est leur terrain de chasse. Ils guettent les insectes en perdition. Comme tous les chiroptères, celui-ci peut boire à la volée, en frôlant l'eau. Mais il s'intéresse surtout aux petites bêtes qui gigotent à la surface. Raté. Il faut un deuxième passage. Cette fois, l'animal calcule soigneusement sa trajectoire. Pour les murins, ce petit lac est comme une table bien garnie. Ils n'ont qu'à se servir. Avec une voracité frénétique, ils accumulent des réserves de graisse avant l'arrivée du froid. La chasse va durer toute la nuit. Et Dietmar est là pour l'immortaliser. Dès le début de l'hiver, la nourriture se fait rare. Les coléoptères se terrent dans le sol. Sous l'effet du froid, beaucoup d'insectes sont paralysés. La citelle cherche de petites bêtes dans les fentes des écorces et se rabat sur des graines, faute de mieux. Les linottes bravent également l'hiver. Elles savent où dénicher encore quelques graines. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour lutter contre le froid et la pénurie de nourriture, les chauves-souris ont leur propre méthode. Et Dietmar sait où elles se cachent. Il se rend dans une grotte peu connue du Jura Souabe, dans le sud-ouest de l'Allemagne.
elles sont là. Leurs oreilles translucides se détachent dans la lueur de la lampe torche. Partout, des chauves-souris immobiles et apparemment sans vie. En réalité, leur température corporelle a chuté pratiquement jusqu'à 0. Elles limitent ainsi au maximum leurs dépenses énergétiques. La voilà, leur stratégie de survie. Cette longue pause s'achève au printemps. Avec le retour des beaux jours, les insectes sont à nouveau présents en abondance. Les murins s'installent comme chaque année dans le clocher de l'église. Ils forment une nouvelle nurserie, à l'abri du vent et des intempéries. L'accouplement a eu lieu à la fin de l'été, mais la gestation ne se déclenche qu'au printemps suivant. La plupart des femelles sont prêtes à mettre au monde leurs petits. Un seul en général. Les jumeaux sont rares. Chez certaines, la naissance s'annonce déjà. Et voici un nouveau-né, encore englué dans sa poche, dont il sortira bientôt. Nus et pâteaux, les minuscules bébés murins font leur apparition l'un après l'autre. Bientôt, ils s'essayent à l'escalade. Mais ils reviennent bien vite s'abriter sous l'aile rassurante de leur mère. Ou téter jusqu'à plus soif. Les ailes membraneuses offrent chaleur, réconfort et sécurité. Chaque soir, grâce à leur sens ultra développé, les chauves-souris sortent braver les puissances de la nuit. Ce sont des mammifères comme nous. Leur planète est aussi la nôtre. Et pourtant, elles semblent vivre dans un univers bien différent du nôtre. Lundi, retour en pleine lumière grâce au photographe Olivier Rotoscani qui anime à Paris une masterclass pour 6 jeunes talents. Mais pour l'heure, suivons les 3 derniers épisodes de la série Face au crime.